Dimanche 1er septembre 2019, bonsoir. Voici les titres de ce mensuel du mois d'août écoulé. Tout d'abord, l'agenda du président de la République qui aura été très chargé avec une bonne partie réservée à l'Afrique, sa culture ancestrale et la restauration de l'honneur de ses combattants anonymes. Autre fait marquant du mois d'août passé, les inondations qui ont causé beaucoup de dégâts. De Guékédou à Koya, les sinistrés se sont sentis entourés grâce à la chaîne de solidarité nationale. Enfin, nous reviendrons sur l'affaire dite du Siligate avec ses nombreux rebondissements, notamment la suspension du vice-président de la FEDIFOOT, Amadou Diaby, de toute activité sportive en Guinée, cependant 7 ans. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette rétrospective des faits qui ont marqué le mois d'août écoulé. On commence par l'agenda du président Alpha qui aura été très chargé au mois d'août. Un panafricaniste convaincu, il a d'ailleurs réservé une bonne partie de cet agenda à l'Afrique, sa culture ancestrale, la restauration de l'honneur de ses combattants anonymes, mais également sa voie pour le développement. Du Nigeria au Japon, en passant par la France, professeur Alpha Condé a renouvelé sa confiance au développement du continent avec ses valeurs de civilisation. Kamara Aboubakar. L'Afrique est un tout, une richesse et des valeurs en friche. En se rendant au nord-est du Nigeria, le président Alpha Condé a donné encore de la visibilité et de la dimension au patrimoine culturel de ces peuples fiers, ouverts au monde, mais conservateurs dans l'âme. Le déferlement de magnificence artistique en l'honneur d'un grand chantre du panafricanisme par le 60e émir de Daoura n'avait d'autre sens que de prouver que l'Afrique est un ensemble qui s'exprime dans la diversité. Dans cette ville historique, la dévotion religieuse et le respect de la tradition ont permis à l'esprit collectif de transcender les différences pour cultiver l'harmonie sociale et la fraternité humaine, la fraternité africaine. Dans cette cité hospitalière, le professeur Alpha Condé a pris le titre de Taliba en reconnaissance de ses efforts pour l'unité du continent et son honneur. Un combat que le président guinéen mène depuis ses années d'études en France. Le professeur Alpha Condé retrouve cette France à mi-août pour redonner aux combattants africains la gloire et l'estime de leur bravoure. C'était à la célébration du 75e anniversaire du débarquement de province le 15 août 1944. Ce jour, 450 000 combattants, dont des Guinéens, ont affronté l'horreur pour redonner à la France sa liberté. Une contribution immense longtemps occultée. Aujourd'hui comme hier, les peuples d'Afrique, tout en étant attachés à leur identité, à leur liberté, continueront le combat pour un monde toujours plus juste et toujours plus solidaire. Pour l'Afrique, cette solidarité est à rechercher partout et sur tous les fronts, aussi bien sur le vieux continent que dans le nouveau monde, ou encore ici, dans le Pacifique, où il a été question de promouvoir le développement du continent à travers ses ressources humaines, la technologie et l'innovation. Toujours discret dans le processus d'évolution du berceau de l'humanité, le Japon, à travers sa 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique TICAD-7, opte pour une approche qualité. Le pays du soleil levant promet 50 milliards de dollars aux 54 pays du continent dans les 3 prochaines années. Réaliste, professeur Alpha Condé souhaite beaucoup plus de transferts de compétences pour propulser la Guinée et l'Afrique. Sa conviction profonde, l'Afrique est l'avenir de l'humanité. Elle a donc besoin d'être mieux préparée pour prendre sa place et jouer son rôle moteur de renouvellement du cycle mondial. Poursuivre ce mensuel, cette information qui vient de nous parvenir, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est rentré cet après-midi à Conakry après un séjour de travail à l'étranger. Sur son instruction, le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté, qui l'attendait à l'aéroport, est parti en sa compagnie sur le terrain pour toucher du doigt l'état de dégradation des routes à Kisosso dans la commune de Matoto et d'autres voies de la capitale sensibles au désagrément causé aux usagers de la route.
Le président de la République a annoncé des mesures pour remédier rapidement à cette situation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le mois d'août écoulé a également permis de poser des jalons importants pour la création d'une monnaie unique CEDEAO dénommée ECO et d'une banque centrale pour la même région. Des sessions conjointes Agence monétaire et de l'Institut monétaire ouest-africaine, Comité technique de la zone monétaire ouest-africaine ZMAO se sont tenues à ce propos à Conakry. Boubacar Bah. S'associer pour créer des mesures et politiques viables et fiables afin d'aboutir à la création dans l'espace CEDEAO une monnaie commune dénommée ECO et une banque centrale pour les 14 pays membres. Pour l'ensemble de la communauté, les raisons ne sont plus à démontrer au regard des avancées significatives sur la mondialisation et la numérisation des économies. Pour les États membres, cette initiative devrait permettre de faciliter l'intégration économique, développer le commerce intra-zone en supprimant toutes les barrières qui affectent le climat des échanges entre les différents pays qui constituent la ZMAO d'une part et de l'UMOA d'autre part, avec à la clé l'harmonisation des systèmes de paiement. Un vœu qui tarde à venir au regard des dernières échéances de 2003, 2005 et 2015, marquées par la divergence du niveau de développement de nos économies, les guerres, maladies et le lourd fardeau de la dette qui secouent nos États. Des divergences non négligeables du fait que le Nigeria à lui seul détient plus de 80% du produit intérieur brut des 6 pays de la zone monétaire ouest-africaine. C'est dans ce cadre que les structures créées à ce niveau pour répondre à la demande des États comme l'AMAO et l'IMAO ont travaillé d'arrache-pied pour trouver des solutions idoines. Pour y parvenir, 6 critères dont 4 prioritaires ont été élucidés. La stabilité des secteurs financiers, le système de paiement de la zone, un taux d'inflation à un chiffre et les réserves de change. Les participants ont procédé à l'examen de la feuille de route liée à la mise en œuvre des mesures et repères à réaliser dans le cadre de la monnaie CEDEAO en 2020. De l'analyse de la situation par pays, il ressort que des améliorations considérables ont été enregistrées ces 5 dernières années. Seul le critère relatif au déficit public pose problème, car sur les 14 pays, seuls 5 ont atteint l'objectif contre 7 l'année dernière. Par exemple, le Ghana, le Nigeria et la Gambie dans la ZMAO se situent autour de 4 critères et la Guinée, elle, a atteint le mois dernier les 5 critères sur 6. Des repères et mesures dont les résultats oscillent en dents de scie selon les périodes et le pays. La conférence note que la croissance dans la zone dépend largement des secteurs extractifs et agricoles, très déficitaires en matière d'investissement direct étranger. Elle note aussi la faiblesse des recettes, la flambée des dépenses, salaires, subventions et transferts, plus la dette. La conférence de Conakry a indiqué la faiblesse de nos États à faire appliquer les réformes nécessaires, d'où la création d'un institut de gestion économique et financière de l'Afrique de l'Ouest, OIFM, pour la formation de nos cadres. Mieux, la CEDEAO souhaite de rendre opérationnel un fonds de financement des activités de la feuille de route pour nettoyer toutes les zones d'ombre. Les contraintes financières, de même que la faible capacité olfactive, et aussi, il faut le dire, la corruption, sont d'autres obstacles qui méritent une attention soutenue. L'établissement de notre union monétaire doit, de ce point de vue, contribuer à favoriser l'intégration de nos économies en formulant des réponses adaptées et soutenables à nos besoins de financement des infrastructures structurantes sans lesquelles la compétitivité de nos systèmes productifs serait limitée. En tout état de cause, la fusion de la ZMAO à l'UMOA pour créer l'ECO en 2020, c'est dans quelques mois. Pour la Guinée, ce passage de la monnaie nationale à l'ECO mettra fin aux 60 ans de notre souveraineté monétaire et la perte de notre arme monétaire qui est la politique monétaire, tout comme les autres pays de la ZMAO. Pour la faisabilité, la question est de savoir si pour l'ECO, les 14 pays pourraient débuter par développer le système d'échange comme l'a fait l'Europe avec l'ECU, monnaie non visible, avant l'euro, ou bien il sera préférable d'utiliser la formule de parité des monnaies ZMAO par système numérique en évaluant les différentes monnaies avant de faire suivre l'ECO comme l'a proposé déjà la Sierra Leone.
Quant à l'actualité parlementaire, elle a été marquée au cours du mois écoulé par la rectification du budget initial de l'État, une revue faite suite aux écarts constatés dans l'exécution du dit budget. Face à la forte mobilisation des recettes et le faible niveau des dépenses, les députés ont été appelés à examiner et à adopter la loi des finances rectificatives pour permettre à l'exécutif de faire face aux préoccupations des Guinéens. Abdoulaye Diallo. À la date du 30 juin, le niveau d'exécution du budget initial 2019 est jugé satisfaisant par le gouvernement. Cette performance est due principalement à la forte mobilisation des recettes. Sur une prévision annuelle de 19 332 milliards de francs guinéens en recettes, les régies de l'État ont réussi à mobiliser plus de 9 600 milliards de francs guinéens, soit un taux de 47,2%. Au niveau de la douane, au niveau du trésor, ils ont réussi à mobiliser des recettes exceptionnelles avec des gros partenaires, pas des moindres, comme la Banque mondiale, comme certains partenaires arabes. Ils ont été obligés de revenir devant la représentation nationale pour dire « Vous nous avez autorisé à mobiliser des recettes. Nous en avons sur certaines lignes mobilisé plus, sur d'autres moins. Nous venons donc pour corriger le budget. » Et il y a eu une amélioration globalement des recettes mobilisées. Ça veut dire qu'il y aura modification des dépenses. À la différence des recettes, la révision des dépenses budgétaires initiales montre une augmentation. 806 milliards de dépassements apparaissent par rapport aux projections initiales de 22 313 milliards de nos francs. Le secteur de la santé bénéficiera encore de la part du lion dans les investissements publics pour le reste de l'année. Parce que le gouvernement s'est engagé avec ses partenaires techniques et financiers à augmenter le budget de la santé à 8%. Donc pour ce complément, heureusement qu'il y a eu augmentation des recettes, donc le complément va être trouvé qui nous permettra de mobiliser des ressources auprès de l'Union européenne qui dépassent la dépense qui va être faite maintenant en plus pour ce secteur de la santé. L'éducation, et quand on regarde aujourd'hui, les infrastructures routières. Mais vous savez que l'énergie et les routes ne peuvent pas se financer que par des budgets nationaux. Il faut avoir des investissements étrangers importants parce que la route coûte cher, la production de l'énergie coûte cher. Cette session extraordinaire va permettre au pays d'éviter la détérioration du déficit budgétaire et de s'assurer que la politique économique est conforme aux objectifs du programme de stabilité macroéconomique défini par les partenaires techniques et financiers comme le FMI et la Banque mondiale. Autre réajustement attendu pendant cette session parlementaire, l'examen et l'adoption de textes de loi sur le statut des militaires, mais également en rapport avec l'agenda électoral. Sur la CEDI par exemple, le code électoral, la charte des partis politiques et bien d'autres textes sont attendus. Le projet présidentiel Swapiti aussi a fait du chemin. 4 ans après son lancement, les travaux de construction de ce barrage hydroélectrique sont aujourd'hui dans l'ordre de 80%. Une avancée, fruit du succès de la politique du professeur Alpha Condé. Nabi Kamara. Il y a 3 ans, 8 mois que les travaux d'aménagement hydroélectrique de Swapiti ont été lancés par le président de la République, professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, le taux de réalisation du barrage est de 85% selon la direction générale du projet. Elle précise que toutes les étapes ont été respectées et franchies pour donner corps à cet ouvrage de 450 MW qui va contribuer grandement à l'amélioration de la production des Caleta déjà opérationnel depuis 2015. Un objectif qui va se concrétiser par la régulation des eaux de ce barrage pendant la saison sèche et avant même la fin de la construction de Swapiti.
C'est la raison pour laquelle le département de l'énergie a procédé à la fermeture d'une des vannes du barrage de Soapiti le 26 août dernier. Il s'agit de stocker près de 2 milliards de mètres cubes d'eau dans le réservoir pour préparer l'étiage de 2019-2020. Bien entendu, tout en assurant la restitution d'un débit minimal réservé à Caleta pour la production d'énergie. Parallèlement à cette mise en eau ou le pré-remplissage du barrage, les opérations de réinstallation des personnes affectées par le projet se poursuivent. 16 sites ont été choisis et validés à cet effet avec la participation effective des populations concernées. Sur les 8 déjà construits, 1228 ménages disposent des terres pour la construction d'autres bâtiments. Le processus est en cours et devrait connaître son pic à partir du mois de septembre. En attendant, force est de reconnaître que le chantier Soapiti suscite de l'admiration de tous ceux qui viennent en visite sur le terrain. Des simples touristes aux grandes personnalités étrangères, tous sont unanimes que Soapiti est un succès de la présidence du professeur Alpha Condé. Beaucoup vous diront qu'il a trop plu pendant le mois d'août passé, surtout à Conakry où durant ce mois 1500 mm d'eau sont tombés avec de nombreuses inondations enregistrées. Pourquoi a-t-il tant plu dans la capitale guinéenne et ses alentours? Mamad Alpha Baldé répond à la question. Ce mois d'août aura été l'un des plus pluvieux ces dernières années. Selon la Direction nationale de la météo, plus de 1500 mm d'eau sont tombés sur la capitale contre 1100 habituellement enregistrés à cette même période. Le pic a été atteint les 20 et 21 août dernier où 341 mm ont été enregistrés. De Koya à Koléa, de nombreuses familles se retrouvent les pieds dans l'eau. Pourtant, le record de 1991, où il a plu 471 mm en 24 heures, est loin d'être battu. Vous devez bien comprendre qu'un millimètre d'eau correspond à si vous prenez 1 litre d'eau, que vous versez sur une surface de mètre carré. Ça veut dire que dans la cour de la RTG, à chaque hectare, il est tombé 1100 mm, 1100 tonnes d'eau. C'est-à-dire qu'un millimètre d'eau est égal à 10 tonnes d'eau qui est répartie sur un hectare. Donc on va dire que c'est vraiment une quantité assez importante. Le record absolu que Conakry a enregistré ici en 1991, le 16 juillet, on a enregistré 472 mm en 24 heures. 472 mm en 24 heures. Vous imaginez ce que ça peut faire. Je pense que c'est le record absolu de la Guinée. Les fortes précipitations sur Conakry sont bien connues des spécialistes. Le phénomène s'explique et trouve ses origines sur la topographie de la capitale et de ses environs. Vous savez que la vapeur d'eau qui est dégagée au niveau de la mer, sa direction c'est la mer vers les continents. Et sous l'effet de la chaîne montagneuse de Kakulima, pratiquement une fois que ça obstrue ces montagnes, il monte, cette quantité de vapeur d'eau est en train de monter. Et sous l'effet de la hauteur, il y a la température qui diminue, il y a la condensation. Et ça forme un gros nuage qui précipite. Après des jours de pluie presque ininterrompus, l'orage semble passer. Les prévisions sont plus clémentes. Je pense que et les modèles et les observations obtenues sur le terrain ne présagent pas de très grandes précipitations comme celles qu'on a enregistrées hier. Mais il va sans dire qu'on va obtenir des précipitations comme d'ailleurs c'est la période, c'est la période où nous faisons des précipitations, des prévisions de quelques jours, mais ce n'est que c'est des prévisions. Les prévisions, c'est les prévisions. Même si les fortes et longues précipitations sont de moins en moins fréquentes sur la capitale et ses environs, les citoyens vivant dans les quartiers moins lotis et à basse altitude sont invités à la prudence. Pour beaucoup, les constructions anarchiques et l'obstruction des canaux d'évacuation entravent sérieusement le drainage des eaux.
Et oui, beaucoup de pluies sont tombées, dont les premiers signaux ont été donnés depuis juillet, mais courant août, le ciel s'est déchaîné et 2 préfectures se sont retrouvées sous les eaux, Guékédou en région forestière et Koya en Basse-Côte. Ces inondations ont fait près de 1000 sinistrés et des dégâts matériels importants. Il s'en est suivi une chaîne de solidarité mise en branle par le gouvernement et ses partenaires. Mohamed Lamine Camara, Alpha Isiagaba. C'est un fait en Guinée. Les abords des cours d'eau ne sont plus sacrés. Les lits des fleuves et autres bras de mer sont même devenus des lieux d'habitation prisés. Des occupations anarchiques avec les complicités des responsables locaux. Les risques encourus par les familles sont souvent négligés. Mais quand les forces de la nature se déchaînent, comme ici au centre-ville de Guékédou, à Nongoa et Temesadou, c'est la catastrophe. Entre juillet et août, plus de 8000 personnes sont sinistrées par la montée brusque des eaux des fleuves Boya, Makona et Badala qui ceinturent Guékédou. Les pertes matérielles sont indénombrables. C'est la perte de beaucoup de matériel, des champs de maïs, les champs de riz et les pocheries aussi. Il y a certaines qui sont perdues, même les bœufs, dans le village de Temesadou. Quelques jours seulement après les inondations de Guékédou, la ville pluvieuse de Koya est frappée à son tour par des débordements d'eau. Au soir du 21 août, plus de 200 ménages sont touchés. Les 9 quartiers de la commune urbaine et la sous-préfecture de Manéa sont dans l'eau. Le premier constat est que le niveau d'eau est très monté. L'eau est dans les maisons. Et dans ces maisons, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des femmes allaitantes, il y a des personnes âgées et qui ont besoin rapidement qu'on les trouve un abri pour les préserver de toute maladie liée à l'eau. Aussitôt après ces catastrophes, des tonnes de vivres et des non-vivres sont livrés aux sinistrés. Le gouvernement et ses partenaires apportent l'assistance humanitaire nécessaire pour soulager ses compatriotes victimes de mauvais choix des lieux d'habitation. Le gouvernement a apporté rapidement le riz, il faut le noter. Nous avons apporté de l'huile végétale, nous avons apporté du sucre, nous avons apporté des couvertures, nous avons apporté du savon. Et dans le stock, il y a également des boîtes de conserve, il y a du désinfectant sur eau. Ils l'ont reçu pour pouvoir le transmettre directement à leur population. Je ne fais que féliciter et remercier les donateurs. Parce que quand l'inondation s'est produite, nous avons perdu beaucoup de nos denrées, de nourriture. Or, nous avons des enfants à nourrir. Après le choc des inondations et l'assistance aux victimes, il revient aux autorités, surtout celles locales, de faire preuve de fermeté dans la livraison des autorisations d'occupation des zones à risque. L'eau, l'un des facteurs de destruction des routes aussi, et depuis quelques années, l'une des causes de la non-durabilité des routes en Guinée. À chaque saison des pluies, son cortège de dégâts sur les routes et les ponts, causant du coup une paralysie du trafic routier, aussi bien urbain qu'interurbain. Ce mois d'août aura été très pénible pour les usagers de la route en Guinée. Mauvaise qualité des ouvrages ou non-respect des normes, les questions se bousculent sur les lèvres des Guinéens. Ansouman Toumani Camara. Depuis des années maintenant, la saison des pluies continue de mettre à l'épreuve la qualité des travaux routiers en Guinée. Après le syndrome d'effondrement des ponts de l'année dernière, les fortes précipitations enregistrées cette année ont fortement endommagé des travaux récemment exécutés et financés par le gouvernement et ses partenaires à des millions de dollars. Dans la capitale, le soulagement des usagers n'a été que de courte durée sur certains tronçons réhabilités. Une dégradation précoce que le ministère des Travaux publics met à l'actif des entreprises contractuelles et de la complaisance des missions de contrôle. Kaka aussi, bon, ils sont dépannés un peu, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. C'est pour nous aider à voir toujours le bon. L'état d'ici là, je ne peux même pas dire, c'est incroyable mais vrai. C'est la route nationale, c'est la route internationale. Personne ne peut passer aujourd'hui tant que la boule n'est pas enlevée. Responsabilité partagée, dirait un ingénieur des travaux publics. Le suivi rigoureux pour le respect des normes de construction incombe aux maîtres d'ouvrage. Dans ce lot de tronçons dégradés figurent plusieurs routes nationales pourtant sous contrat.
les plus marquants et qui affectent à ce jour le trafic routier national figure la nationale Badala-Kondebadou via Gekedou en région forestière, la route Boké-Gawal et la route nationale numéro 1 Koya-Kindia. Depuis le 21 août dernier, une portion de ce axe est presque impraticable suite à l'éboulement sur le flanc d'une montagne non loin du pont Kaka à Koya. Malgré les travaux en cours, les risques d'éventuels éboulements ne sont pas à écarter. En attendant, la circulation reste fortement perturbée sur cette route qui relie Conakry à 3 régions naturelles du pays. Je dois avouer que nous ne sommes absolument pas du tout satisfaits de ce qui a été fait. Donc nous allons convoquer l'entreprise dès demain pour une réunion de travail pour voir exactement ce qui n'a pas marché, la mission de contrôle qui était sur le terrain, la situation de la mission de contrôle pour le suivi, parce que c'est la garantie ou la qualité du travail effectué est assurée par cette mission de contrôle. Nous n'allons pas accepter que des millions de dollars, des milliards soient déboursés et que les routes qui sont réparées ne tiennent pas. Nous allons prendre des dispositions qui s'imposent. Sur plusieurs routes nationales, des travaux de réhabilitation sont en cours. Des réhabilitations qui seront suivies en octobre prochain de la reconstruction de ces axes routiers dans chacune des 4 régions naturelles du pays. Pendant ce temps, l'aménagement cohérent de la voirie de la capitale et de certaines villes du pays reste un défi majeur pour le ministère en charge des travaux publics. Sur ce plateau était attendu le ministre Moustapha Naïté des Travaux publics, étant en ce moment même sur le terrain avec le président de la République. Vous l'aurez dans nos prochaines éditions d'information. La santé est un autre domaine réputé être très fragile pendant la saison des pluies, une période de haute transmission de maladies telles que le paludisme. Les 2 derniers mois, l'affluence des patients dans les différents établissements hospitaliers du pays était remarquable. À Conakry, l'hôpital national Ignace Dine a enregistré plus de 540 cas suspects, dont 464 diagnostiqués du palu au mois de juillet. Même situation au centre médical communal de Ratoma où plus de la moitié des malades ont besoin d'une prise en charge, surtout les enfants. Adia Toubari. La distribution de masse de plus de 8 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action il y a quelques mois ne freine pas la haute transmission du paludisme en cette saison pluvieuse. La pathologie est en tête de liste des consultations dans les centres hospitaliers du pays. À Donka, 464 patients testés positifs de la maladie y sont admis au mois de juillet. Le service de la pédiatrie du centre hospitalier est le plus envahi. Pour les médecins de ce service, c'est une course contre la montre. La plupart des patients arrivent dans un état comateux et souvent accompagnés d'une anémie sévère. On met les enfants sous artésunate à raison de 2,4 mg par kilo à R0, R12 et R24. Après, on réévalue l'enfant s'il peut passer par la voie orale. Pour cet enfant-là, déjà, on a commencé par les sels de quinine. Donc, on va continuer sous les sels de quinine en dose d'entretien. Dans cette salle d'hospitalisation de 10 lits, une 60aine d'enfants se sont relayés pour paludisme grave au compte du mois dernier. Chaque jour, le service reçoit un nouveau patient dont l'âge varie entre 0 et 14 ans. Chez certains, la gravité de la pathologie rend le traitement très complexe, long et même coûteux. C'est le cas d'Alcéni Gallo, dont le traitement médical évolue bien. Cependant, le petit garçon de 7 ans sort avec des séquelles neurologiques causées par le paludisme. L'enfant peut aussi avoir des épilepsies post-palu. Il faut aussi gérer ces complications neurologiques qui vont survenir après le traitement du palu aussi. On demande l'avis de la neurologie, Neuro va le voir et prescrire ce qu'il faut. Ce qu'on a déjà fait, il est déjà sous des médicaments de la neurologie avec nous ici. Et je suis arrivé avec un état grave parce que mon enfant avait une crise et un coma
Aujourd'hui, ils commencent à se réveiller. Je dis Dieu merci parce qu'ils se sont occupés de moi, de telle sorte que je peux dire Dieu merci. Dans cet autre centre hospitalier, le plus grand de la commune de Ratoma, le paludisme est la première cause de consultation et d'hospitalisation. Sur les 48 cas d'hospitalisation du mois dernier, plus de la moitié est due au paludisme grave. Ici, les adultes sont les plus affectés. Je souffre du palud. Et bon, je suis venu à Ratoma aujourd'hui pour suivre le traitement. Et depuis que je suis là, ça va. Le traitement, ça arrive à faire des effets sur moi. J'ai la palu. Presque 2 jours comme ça. Ça va un peu moins. Au CMC de Ratoma, comme dans toutes les autres structures sanitaires du pays, une politique de prise en charge du paludisme gratuite est mise en place par le gouvernement et ses partenaires. La stratégie passe par la mise à disponibilité des intrants antipaludiens dans les différents points de vente des centres hospitaliers. Nous avons tous les produits antipaludiens et c'est gratuit. Vous savez, c'est des médicaments qui sont donnés. Voilà, avec le programme PMR. Voilà, quand ils viennent, il faut qu'ils sachent est-ce que ce qu'ils donnent arrive au destinataire. C'est-à-dire la population que nous gérons tous. Selon le programme national de lutte contre le paludisme, l'incidence nationale du paludisme est passée de 49% en mars 2019 à 55% depuis le début des grandes pluies. Une hausse qui s'explique par la prolifération de l'anophèle femelle, l'agent causal qui se développe rapidement dans les milieux insalubres notamment. Avant 2022, le programme national de lutte contre le paludisme se propose de conduire le pays vers la préélimination de la pathologie à travers la réduction considérable du taux de prévalence parasitaire actuel de 50%. Cet autre événement a marqué l'opinion nationale et internationale au mois d'août passé. Il s'agit du crash de l'hélicoptère de l'armée au large de Kaloum avec 2 officiers à bord morts sur le coup. Le colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Kondé qui ont reçu des hommages dus à leur rang. Ces vaillants soldats reposent désormais au cimetière de Cameroun. Mohamed De Camara revient sur ce drame. Le 6 août 2019 est désormais gravé dans la mémoire collective du peuple de Guinée. Cette date marque la disparition tragique de 2 officiers de l'armée de l'air. Le colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Kondé, à bord d'un hélicoptère militaire, ont péri dans un crash au large de Kaloum alors qu'il effectuait un vol d'entraînement. Après 48 heures de recherche lancées par l'armée de mer, appuyée par des piroguiers, les corps des 2 vaillants officiers sont identifiés et repêchés. Les premiers témoignages sur les lieux du drame parlent de mauvaises conditions météorologiques. Ils expriment avoir vu l'avion tanguer avant de piquer le nez dans la mer. J'étais sous la case qui se trouve là avec un collègue. On était en train de prendre notre café et il y a une forte pluie qui s'abattait, une très forte pluie. Et soudainement, j'ai aperçu un hélicoptère vert, de couleur verte, qui quittait du côté de Onomu, hôtel, et qui venait par là. D'habitude, on voit cet hélicoptère. Mais aujourd'hui, il venait pratiquement droit sur nous. Et tout de suite, mon collègue qui faisait dos, je l'ai alerté, je lui ai dit, ah, il y a l'hélicoptère qui vient vers nous. Soudainement, à 2, on s'est levé et il a changé de trajectoire. Il est venu par là, mais il descendait à une basse altitude. On avait même cru qu'il allait faire un crash sur le goudron. Dans les 2 maisons mortuaires à Kaloum et à Imbaya, l'émotion et la consternation sont palpables. La hiérarchie militaire à sa tête, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, témoigne de sa compassion et de sa solidarité aux familles éplorées, mais surtout affligées par la perte tragique de leurs proches. Aujourd'hui, c'est toute l'armée guinéenne qui est en deuil et tout le peuple de Guinée. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus pour présenter les condoléances à la famille, présenter les condoléances
à toute l'armée guinéenne, au président de la République et au peuple de Guinée, parce que c'est des grands combattants que nous avons perdus. À la base aérienne principale de Conakry, le colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Kondé reçoivent les derniers hommages du peuple de Guinée. Une cérémonie d'adieu qui a connu la présence des membres du gouvernement, de la haute hiérarchie militaire, des parents et des proches collaborateurs. Un moment pathétique pour se souvenir des valeurs humaines incarnées par les défunts, mais aussi reconnaître l'amour qu'ils avaient pour la patrie. Ces deux officiers qui ont servi la Guinée avec patriotisme reposent désormais au cimetière national de Cameroun à Conakry. L'actualité sur le plan sportif a été plutôt très mouvementée avec l'affaire dite du Silly-Gate. Dans un courrier en date du 28 août, le conseiller juridique du vice-président de la Fédération guinéenne de football a saisi le tribunal arbitral sportif pour dénoncer la décision de la commission d'éthique. C'est l'un des rebondissements d'un long feuilleton qui n'a pas encore livré son verdict final. Amadou Diaby, suspendu du football en Guinée pendant 7 ans, s'insurge contre cette décision. Mais comment en est-on arrivé là et surtout quelle sera la suite du dossier? Suivez ce grand format signé Alia Kamara. Tout est parti de cette défaite du Silly national en 8e de finale de la CAN d'Égypte. Le 11 guinéen est battu 3-0 par l'Algérie. Le lendemain, le président de la Fédération guinéenne de football anime un point de presse et désigne un coupable. J'ai dit à l'entraîneur qu'il y a des informations qui circulent et il faut qu'il nous dise la vérité. Vous n'avez plus la main sur l'équipe, sur le groupe. Deuxièmement, c'est anti-professionnel. Manque de professionnalisme. Qu'un match qui se joue à 21h et qui se termine vers minuit, le matin on vient, on nous dit que tout le staff a disparu. Du jamais vu dans le football. Une réaction à chaud très controversée et sujette à interprétation. Le président de la Fédé connaissait pourtant l'entraîneur et son passé sulfureux. C'est lui qui l'a nommé le 2 mars 2018, malgré son CV taché de poursuites judiciaires dans son pays pour une affaire de match truqué. Désigné comme le responsable de la débâcle du Silly et limogé pour manque de résultats, Paul Put fait des révélations. Il accuse le vice-président de la Fédifoot de lui racketter 10% de son salaire à la fin de chaque mois. La Fédé s'est saisie du dossier et suspend le principal concerné, Amadou Diaby, à titre conservatoire, le temps que la commission d'éthique élucide cette affaire. Quelques semaines plus tard, le rapport tombe. Les deux hommes cités dans le dossier écopent de lourdes sanctions. L'entraîneur est sommé de payer une amende de 100 000 € et est limogé à vie du foot guinéen. Quant au premier vice-président de la Fédé, il est suspendu du foot en Guinée pendant 7 ans, dont 5 années fermes, et doit payer 25 000 €. La commission a donné une autre qualification juridique des faits. C'est bien la corruption qui a été retenue. Donc s'il y a un corrompu, c'est bien parce qu'il y a un corrupteur. Donc c'est cette infraction qui a été retenue et qui a été sanctionnée par les peines que vous savez. Sur les 480 000 € qu'il a touché pendant les 16 mois ici, cela correspond à 48 000 € qu'il a perçu en tout. Quelques heures après la publication du verdict, les avocats de Amadou Diaby rencontrent la presse et parlent d'une procédure bâclée. Pour eux, la commission d'éthique avait des raisons inavouées et inavouables de mener cette enquête de façon expéditive. Tout le monde parle de cette affaire. Et il faut qu'on communique, que les gens comprennent que la commission d'éthique n'a pas fait son travail. La moindre des choses, s'il n'avait pas les compétences nécessaires de gérer cette commission, il pouvait prendre l'expertise de ceux qui connaissent. On allait lui expliquer comment faire. Mais il se précipite, il prend une décision alors qu'il n'y a pas eu de jugement. Comment peut-on condamner quelqu'un sans jugement? Et puis 7 ans, 5 ans ferme quand même. Sans preuve encore une fois. Mais le Silly-Gate est loin d'avoir trouvé un épilogue. Dans un communiqué rendu public mercredi 28 août dernier, les avocats de Amadou Diaby disent avoir saisi le TAS, tribunal arbitral sportif, d'un recours en annulation contre la sentence de la commission d'éthique.
Autre problème soulevé par cette enquête et dont on parle moins, ce sont les conditions de recrutement de l'entraîneur Paul Put. Selon Antonio Soiré, président de la FEGIFOOT, il s'agissait d'un contrat d'objectif. Mais le rapport de la commission d'éthique indique clairement qu'aucun objectif n'a été assigné au sélectionneur. Quelqu'un trompe le peuple sportif de Guinée. Sur le plan culturel, de nombreuses danses du pays commencent à retrouver leur charme d'antan. C'est le cas du Soli, du Dundumba ou de la Mamaya qui depuis des siècles constituent des valeurs potentielles culturelles du pays. Des danses dont la portée enseigne le courage, la force, la responsabilité sociétale ou encore l'hospitalité, le tout couronné par le développement de leur localité respective. Abdul Karim Kamara, Djamokaba. Depuis la nuit des temps, le Soli, le Dundumba et la Mamaya tiennent leur place d'art et tradition populaire de la société guinéenne. Des danses fortement enracinées dans le folklore. Et le hasard a voulu que les noms de leur localité d'origine commencent par la lettre K. Kindia, Kouroussa, Kankan. Mais il y a un bon bout de temps, ces danses avaient commencé à perdre leur valeur. Aujourd'hui, la reconquête est en marche. Dans le Kania, le Soli compte renaître de ses cendres pour véhiculer le message des initiés dans l'arène d'un combat. C'est lui qui les investit dans la lourde responsabilité de garder l'élu du cœur par la force et le courage. Et les générations futures de comprendre que pour réussir ce pari, le passage obligé est le jour où le prépuce cesse de protéger le gland du pénis de l'homme, suite à la circoncision et une saine rivalité jalousement préparée par chaque parent avant le tour de son enfant sous le ring des initiés en forêt. À Kouroussa, la même léthargie est constatée pour le Dundumba depuis des lustres dans le Hamana. Cette année, sa relance a suscité un engouement à tous les niveaux pour sauver ces patrimoines vieux de près de 2 siècles. Cette pratique collective se veut désormais un instrument de développement. Dans le Hamana, franchir les paliers de cette danse est une question d'honneur pour les hommes forts de la contrée. Son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est l'une des priorités des initiateurs de ce rendez-vous culturel. D'ores et déjà, il est prévu l'édition d'un livre sur cet art vivant. Un art dont la portée historique entretient la flamme de son festival pour faire de la ville de Kamaralai le temple mondial de la danse Dundumba. L'autre patrimoine culturel de la savane est la Mamaya, une danse noble, libre, aisée. Après plusieurs éditions infructueuses pour sa valorisation, elle connaît une ascension fulgurante ces 2 dernières années. Son organisation tenue par 5 générations d'âge, appelée CD, va aujourd'hui au-delà d'une simple danse. Ces générations se relaient après un mandat de 4 ans pour perpétuer les traditions laissées par leurs ancêtres, notamment l'hospitalité qui a toujours caractérisé le Nabaya. Certains pas très moussés dans l'arène traduisent les liens de parenté et d'amitié qui existent depuis 2 siècles entre Kankan et des localités comme Timbo dans la préfecture de Mamou et Forikari en Basse-Côte. Des initiatives, les CD en ont à revendre. Chaque année, désormais, en marge de la Mamaya, des projets de développement socio-économique sont lancés afin que Kankan soit un modèle de développement communautaire. Une fierté désormais racontée au cœur de l'institutionnalisation de la Mamaya par le gouvernement. Voilà qui met fin à ce mensuel. Un journal consacré ce soir aux faits marquants du mois d'août qui vient de s'écouler. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à très bientôt sur la RTG.